Des nuées ardentes du Sinabung, en Indonésie, aux coulées de boue dévastatrices du Nevado del Ruiz en Colombie, en passant par le super volcan de Yellowstone aux États-Unis, je vous invite à un tour du monde des volcans les plus passionnants et les plus spectaculaires de notre planète. Bon, disons-le clairement, vivre près du Sinabung n'est pas très rassurant. En éruption continue depuis 2013, ce volcan produit des nuées ardentes à cause de sa lave visqueuse. Donc la lave est visqueuse, elle est presque pâteuse. Elle sort sous forme d'un dôme de lave, elle ne peut pas couler, il n'y a pas de coulée de lave. C'est un dôme de lave en forme arrondi, un petit peu comme du dentifrice qui sort d'un tube, qui ne coule pas. Ce dôme, il est très riche en gaz, donc il explose régulièrement. Et quand il explose, le gaz sort à grande vitesse et emporte des rochers, emporte de la cendre. Donc cette nuée ardente, c'est un nuage brûlant de gaz, de blocs et de cendres qui dévale les flancs du volcan. Il ne monte pas verticalement, il descend latéralement à des vitesses de 100 km à l'heure dans le cas du Sinabung. Ça peut être plus dans le cas d'autres volcans, à haute température, à 100 degrés ou plus. Et bien sûr, ça détruit tout sur son passage. Donc une nuée ardente est mortelle. Mortelle? Mais les populations locales alors? Il faut absolument évacuer les personnes. Actuellement au Sinabung, il y a 30 000 personnes évacuées. On va dire qu'il y a une première zone, interdite de 5 km de rayon autour du volcan, qui est une zone extrêmement menacée. Et on va dire entre 5 et 7 km, c'est une zone également surveillée. Initialement sous-marin, cet énorme volcan désormais émergé est devenu un beau bébé. Sur le Kilauea, fontaines et coulées de lave s'enchaînent pour former de longues étendues sombres de lave séchée. À ces étranges paysages volcaniques s'ajoute une autre particularité, les lacs de lave. Hawaï, c'est le paradis des lacs de lave. C'est exceptionnel, un lac de lave. Ça veut dire que dans le cratère, la lave stagne à l'état liquide. Et les températures font jusqu'à 1250 degrés. C'est les plus hautes températures naturelles mondiales. Ça demande un cas un peu particulier, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un équilibre thermique entre la chaleur qui arrive et celle qui repart. S'il y a trop de chaleur, le lac déborde. Si on n'a pas assez, il se refroidit, il se fige. C'est un peu comme si on veut mettre une casserole de lait sur le feu, on veut qu'elle bout sans déborder. Vous voyez, c'est un équilibre extrêmement difficile à obtenir. Et c'est le cas à Hawaï. Alors, il y a des lacs de lave qui se succèdent. Alors, souvent, un lac de lave ne dure que quelques années. Mais quand il s'arrête, un autre reprend. Donc, il y en a eu plusieurs coup sur coup. Et ces lacs mesurent parfois jusqu'à 100 mètres de diamètre. Ça doit vraiment être spectaculaire. On appelle ça parfois la marmite du diable. C'est remuant, il y a des fontaines de lave au milieu, ça clapote, parfois ça fige un peu en surface, ça fait une petite croûte plus sombre qui se fracture à nouveau par des filets d'or. C'est un énorme spectacle, beaucoup de chaleur, on en prend plein la figure quand on regarde, même si on est au-dessus du cratère. Et c'est typique des volcans très laviques et à lave très fluide. Tous ces phénomènes nourrissent le mythe de la déesse pelée qui règne sur le Kilauea et ses deux frères, le Mauna Kea et le Mauna Loa. En forme de filament ou en forme de goutte selon sa consistance, la lave séchée après l'éruption est associée aux cheveux ou aux larmes de la déesse. Et après le feu vient la vie. Dans les fractures de la lave, il suffit d'une graine et d'un peu de pluie pour que la végétation reprenne le dessus. Nous voici en Colombie face au Nevado del Ruiz. Si son nom chantant et exotique fait rêver, ce volcan est pourtant bien dangereux. Son sommet est couvert de neige. Pas très inquiétant au premier abord, mais de l'eau fondue et de la cendre, ça fait d'énormes coulées de boue. En 1985, 16% de la calotte a fondu. Et cette poche d'eau, bien sûr, est très instable. Donc ce qui peut se passer, c'est que si elle est trop importante, elle cède d'un seul coup, elle éclate. Elle emporte des blocs de glace, des blocs de rochers, de la boue et dévale toutes les vallées radiaires du volcan. Donc on appelle ça des coulées boueuses d'origine volcanique. On appelle ça également des lahars, qui est un terme indonésien qui veut dire la même chose. Et donc en 1985, en Colombie, ces lahars ont parcouru plusieurs dizaines de kilomètres. Ils ont détruit la ville d'Armero, qui est à peu près à 70 km. Il y a eu 25 000 victimes et ils ont parcouru jusqu'à 104 km. Et ce n'est pas fini, non seulement ces lahars parcourent de très longues distances, mais leur grande vitesse d'écoulement les rend aussi imprévisibles.
La vitesse moyenne, au moment où il y avait, au niveau des villes, c'était environ 10 mètres secondes, c'est-à-dire en fait la vitesse d'un champion olympique sur 100 mètres. Donc c'est plus rapide que quelqu'un qui court. Et en plus, ça s'est passé, je crois, de nuit, donc les gens étaient surpris. Et tout a été emporté, les maisons, les arbres, les voitures, et des gens étaient pris dans le feu boueux. En islandais, Grímsvötn signifie lac masqué. Et c'est justifié. Le Vatnajökull est un glacier de la taille de la Corse qui cache 6 volcans sous 2 km d'épaisseur de glace. Parmi eux, le Grímsvötn est l'un des volcans les plus actifs d'Islande. Pour ce type de volcanisme, glace et volcan ne font visiblement pas bon ménage, surtout au début de l'éruption. À ce moment-là, la glace se met à fondre en partie, et également elle peut se vaporiser. Donc la glace qui fait de la vapeur, la glace qui fait de l'eau puis de la vapeur, ça fait une augmentation brusque de volume, un peu comme dans une cocotte minute, et donc ça explose. On va dire que l'eau, paradoxalement, n'éteint pas le volcan, mais au contraire, augmente son explosivité. Ok, je retiens, ne pas mettre d'huile sur le feu ou plutôt de glace sur le volcan. Mais toute l'eau qui fond autour, elle va où? Dans le glacier se créent des poches d'eau de plus en plus importantes. Et ces poches d'eau ne peuvent plus être maintenues par le glacier car il y a trop de pression. Donc à un moment donné, l'eau force la passage sur le glacier. Souvent c'est sous le glacier qu'elle passe, entre le glacier et puis la roche qui est en dessous. Elle se crée un passage et d'un seul coup l'eau déferle. C'est de l'eau sale bien sûr, très boueuse avec des blocs de glace qui sent mauvais, qui sent le soufre, qui sent le chlore. Et d'ailleurs cette eau, si on l'analyse, on se rend compte qu'elle est d'origine volcanique en partie. Ce Jökulhlaup, ce qui veut dire le glacier qui court, c'est de l'eau et de la boue qui va assez vite. Et ça emporte tout. La boue, plus lourde que l'eau, détruit routes, ponts et maisons. Contre un Jökulhlaup, on ne peut malheureusement rien faire. Une plaine volcanique en plein désert. Et oui, c'est possible. Souvenez-vous, l'Afrique est en train de perdre peu à peu sa corne. Issu du volcanisme d'accrétion, le Dallol n'est pourtant pas connu pour ses éruptions très rares. C'est surtout un paysage de science-fiction. Dallol, c'est une région difficile d'accès. Elle est un peu loin de tout. C'est plusieurs jours de route depuis Addis Abeba en Éthiopie. C'est à moins 100 mètres sous le niveau de la mer. C'est dans une plaine de sel qui est parfois inondée, parfois au contraire désertique, on n'a pas, au contraire pas d'eau. Dans un endroit qui est un peu conflictuel, puisqu'il y a des différends entre l'Érythrée et l'Éthiopie, donc il y a parfois de l'insécurité. Donc c'est une fournaise, très chaud, très soif. De moins 100 mètres, on monte vers le sommet du volcan, qui est à moins 48 mètres. Donc on l'escalade, il est très peu penté, hein, mais il est rempli de vasques d'acide. L'acidité se mesure avec un pH entre 0 et 14. Moi, j'ai mesuré des pH de 0. Donc acide pur, acide chlorhydrique, acide sulfurique, des couleurs jaune à vert, parfois également d'autres couleurs rouge et bleu, des dépôts de sels minéraux, donc une symphonie, une féerie de couleurs. C'est très beau, mais ce n'est pas facile d'accès. Il ne faut pas bien sûr tomber dans les flaques d'acide, c'est également brûlant, c'est des températures de plusieurs dizaines de degrés. Donc il faut trouver des bonnes occasions extrêmement prudents pour l'aborder, moyennant quoi on a l'impression de faire un voyage sur une autre planète. À vous de choisir laquelle. Il fait nuit noire, l'air est saturé de soufre. Partout autour du lac, le sol crache des nappes de flammes bleues. Où sommes-nous? Dans le cratère du Kawaïdjen, bien sûr. À l'état liquide, le soufre libère des gaz ou fumerolles. En brûlant, ces gaz produisent des flammes bleues bien réelles, visibles la nuit. Et de jour, le sol est couvert d'étranges plaques de soufre. Pourquoi en retrouve-t-on en aussi grande quantité? Alors ce volcan produit beaucoup de soufre parce qu'il y a beaucoup de fumerolles à différents endroits, autour du lac, sous le lac. Donc ça se traduit autour du lac par des dépôts d'abord des sorties de gaz qui souvent se condensent et qui se déposent sous forme de soufre. Donc ça fait des fleurs de soufre, carrément parfois des plaques de soufre. Soufre qui est d'ailleurs exploité par des ouvriers. Chaque jour, ces hommes travaillent dans des conditions difficiles. Mal équipés, ils respirent les fumées toxiques du volcan et portent sur leurs épaules des charges terriblement lourdes. Mais il sert à quoi alors ce soufre?
Ce soufre est exploité parce que d'abord c'est une richesse. Il faut savoir que le soufre sert pour faire des allumettes, sert pour la pharmacie, sert pour blanchir le sucre, pour des industries chimiques. Donc il est exploité par des hommes qui ont le courage de défier le dragon. Donc ils montent d'abord sur le volcan, et puis descendent après dans le cratère qui fait plusieurs centaines de mètres de dénivelé. Et comme il y a une centaine de mineurs, on estime qu'à peu près dans la journée, 6 tonnes de soufre sont exploitées et que dans la nuit, le volcan le reconstitue. Des fumées toxiques, du soufre partout, on en oublierait presque le lac d'Acide. Pour mesurer son acidité, on utilise le pH qui se mesure sur une échelle allant de 0 à 14. Plus c'est proche de 0, plus c'est acide. Il est à combien alors ce lac ? On mesure au Kawaijen par exemple 0,2, ce qui est extrêmement acide, c'est-à-dire qu'en fait c'est un lac qui contient beaucoup d'acide sulfurique et chlorhydrique. Alors, il ne faut mieux pas s'y baigner. Si on trempe le doigt une seconde, ça peut aller, mais si on le laisse longtemps, il va bien sûr être rongé. Alors, on peut parfois y naviguer, mais c'est pas facile. 10 000 sources chaudes, environ 300 geysers, un immense parc aménagé. Vous l'avez deviné, nous sommes au parc de Yellowstone. Cette caldeira, ou si vous voulez ce gigantesque cratère d'effondrement du volcan, cache dans les profondeurs de la Terre une chambre magmatique impressionnante. Elle renfermerait près de 32 000 km3 de magma. On pense que la chambre magmatique est même plus grande que la caldeira en taille. Elle ferait 90 km de long, peut-être 30 km de large, et probablement 12 km d'épaisseur, à une profondeur comprise entre 5 et 17 km. Donc ce sont des dizaines de milliers de kilomètres cubes qui peuvent être purgés partiellement lors de grandes éruptions. Donc ces grandes éruptions, on en connaît 3 depuis 2 millions d'années. L'une il y a lieu à 2,1 millions d'années, l'autre je crois à 1,4 et la dernière à 640 000 ans. Et ces éruptions donc purgent peut-être 1/10 de la chambre magmatique chaque fois, mais c'est énorme et ça se traduit par des volumes de 1000 à 2500 km3. Donc on parle de super éruption parce que c'est 1000 fois plus qu'une éruption classique. Aujourd'hui encore, les scientifiques cherchent à savoir pourquoi tout ce magma ne provoque pas plus d'éruptions. Un mystère. En attendant, le Yellowstone continue de plaire aux touristes et ils ont bien raison. Regardez comme c'est chouette. Du jaune, du rouge, du vert. Elles viennent d'où toutes ces couleurs ? D'une part, c'est que les eaux dissolvent des sels minéraux. Donc ces sels minéraux peuvent colorer la source. Mais également, ces sources chaudes hébergent des animaux microscopiques, soit des algues, soit des bactéries qui ont des couleurs propres. Donc les algues ont plus des couleurs vertes à jaunâtres. Les bactéries peuvent avoir des couleurs plutôt rougeâtres. Et en plus, souvent, il y a des niveaux différents, donc concentriques. Donc souvent, les mêmes sources peuvent avoir un anneau vert, un anneau rouge, un centre jaune ou bleu. Donc c'est une féerie de couleurs. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la, mettez des pouces, faites quelque chose. Ce serait vraiment sympa, ça fait toujours plaisir. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures.